Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top des gauchistes de la semaine. Vous l'aurez remarqué, ce n'est pas un top 5 mais bien un top 10. Alors évidemment, ça vous fera plaisir. Alors j'ai fait ça aussi un peu par plaisir personnel, j'en conviens, c'est toujours un petit plaisir coupable, hein, ces top des gauchistes de la semaine. Mais aussi parce que j'avais pas le choix, voilà. Il y a eu trop de bons candidats, donc j'ai décidé de faire une exception, voilà. Donc on a 10 valeureux gauchistes qui sont classés et malgré le fait que ça soit un top 10, j'ai quand même des gens qui sont au pied de ce classement. On commence par quelqu'un qui aurait pu être dans ce top, Usul. Usul qui nous explique ce qu'il y a sur Twitter. Maintenant que le vilain Elon Musk règne sur ce réseau social, on l'écoute, c'est tout à fait mesuré, évidemment. Il n'y a plus de modération, il y a des nazis partout. On peut voir les pastilles bleues, c'est ceux qui ont payé pour Twitter, on les voit plus que les autres. Et en plus, c'est tous à peu près des techno-nazis Bitcoin tarés fans d'Elon Musk. C'est quand même assez énorme. Alors, grand classique de la gauche, évidemment les gens avec qui on n'est pas d'accord sont des nazis. Donc voilà, c'est tellement banal que j'ai pas voulu le mettre dans le classement. Ceci étant dit, quand même, mention honorable pour les techno-nazis Bitcoin tarés fans d'Elon Musk. Franchement, c'est pas mal, c'est une innovation. Généralement on dit ultra giga droite. Là, c'est quand même assez savoureux, donc bravo Usul, qui d'ailleurs a un petit look un petit peu différent, hein. Fini les cheveux longs, on est avec la barbe, des cheveux courts, c'est un peu plus propre. Bravo Usul, bravo. Fais attention parce que là tu t'éloignes un peu de la gauche avec ce look. Bon, ça reste quand même... ouais, non, je retire ce que j'ai dit. Quand je vois sa tête, on sait qu'on est toujours à gauche. Alors, autre personne qui aurait pu être dans ce classement, Jean-Michel Apathy, qui réagit à l'annonce par Donald Trump de la venue de ce président élu américain pour la réouverture de Notre-Dame. Et Jean-Michel Apathy, il n'est pas content. Quoi ? Donald Trump à Paris pour la réouverture de Notre-Dame. Cet homme cynique, menteur, misogyne et le reste est à l'opposé de toutes les valeurs chrétiennes. Il est une insulte et un pied de nez à la religion. Alors ça, c'est tellement classique des gauchistes. En temps normal, ils haïssent les catholiques, les moquent, voilà, se moquent d'eux, clairement, ferment les yeux quand il y a des actes de dégradation, etc., luttent contre l'influence de la religion catholique en France. Alors là, c'est pas l'islam, hein. L'islam, c'est totalement différent. Bref. Mais donc voilà, il se la joue anticlérical 99% du temps. Mais alors, quand il y a Elon Musk qui arrive à Notre-Dame, là, on se transforme en évêque. Voilà, on a l'évêque Apathy qui décide de donner son avis sur le fait que Donald Trump est-il ou pas un bon catholique. Voilà, et ça, c'est très, très propre aux gauchistes. Donc, il déteste les cathos, mais alors, quand il voit un catho de droite, il ne cesse de lui affirmer qu'il ne respecte en rien la religion catholique, etc. Comme s'ils y connaissaient quelque chose. Bon, bref. Énorme classique de la gauche. Donc ça, c'est assez intéressant. Surtout quand on voit que Apathy, c'est quand même... Là, il vante Notre-Dame, symbole de la grandeur, qui ne doit pas être souillée par la présence de Donald Trump. On se souvient de ce qu'il disait, vouloir faire du château de Versailles. Si je suis élu président, je raserai le château de Versailles. Déclaration complètement dingue. Et on imagine que Notre-Dame, finalement, au fond du fond, il ne doit pas en être très loin. Donc là, le voir défenseur à la fois de la religion chrétienne et de Notre-Dame, c'est quand même costaud. En plus, et il continue en disant Emmanuel Macron n'était pas obligé de l'inviter. Trump n'est aujourd'hui qu'un simple particulier. Il ne sera président des États-Unis que dans 50 jours. Alors déjà, président élu aux États-Unis, c'est pas être un simple particulier, c'est juste le futur président du pays le plus puissant du monde. Bon, voilà. Et en plus, c'est un ancien président américain, quoi qu'il en soit. Donc dès lors, sa venue est totalement normale. Bref, folie furieuse de Jean-Michel Apathy, qui aurait pu être dans le classement. Alors, une personne qui aurait pu l'être également, c'est Alan Brunon. Alan Brunon, qui est un militant France Insoumise, qui était présent à Romans-sur-Isère. Alors, Romans-sur-Isère, c'était le lieu d'une manifestation, d'un hommage, d'une commémoration du triste anniversaire du décès de Thomas, tué à Crépol lors d'une fête de village. Vous en connaissez tous les circonstances. Des racailles de Romans-sur-Isère, justement, qui viennent avec des couteaux et qui, au cri de sale blanc, tuent Thomas et blessent grièvement beaucoup de ses amis. Et donc, à Romans-sur-Isère, il y avait une cérémonie d'hommage à laquelle assistaient d'ailleurs des amis de Thomas, des amis de la famille, etc. Et en face, il y avait une autre manifestation qu'on voit ici avec un drapeau palestinien qui flotte au vent. Alors ça, c'est grand classique, là encore, de la gauche, hein. Les types sont à une contre-manifestation
qui s'oppose, qui veut perturber un hommage à Thomas tué il y a 1 an à Crépol. Donc déjà, folie furieuse. Mais en plus de ça, il ramène un drapeau palestinien. Voilà, donc incroyable. Et Alan Brunon qui nous dit, bien arrivé à Romans-sur-Isère, le drapeau palestinien géant est de sortie. Voilà. Mais de quoi il parle en fait? Complètement dingue. Et en face, on avait des drapeaux français. Regardez ces images du rassemblement en l'honneur de Thomas et de toutes les victimes de l'immigration extra-européenne, qui est 1000 fois plus digne. Et effectivement, il n'y a pas de drapeau palestinien parce que ça n'a juste pas lieu d'être. Donc vraiment, ça, c'est du délire pur. Et on reparlera un petit peu de cette affaire dans quelques instants parce qu'il y a quelqu'un dans le top qui était aussi à cette manifestation. Allez les amis, on rentre dans le vif du sujet avec la 10e place de ce top 10 des gauchistes de la semaine qui revient à Régé le Gorilla, qui est un youtubeur ultra-gauchiste, cinéma, série, bon bref, et qui sur Twitter nous sort une folie. Voilà. Il nous dit « opinion impopulaire ». Là. C'est pas une opinion populaire, c'est une opinion absurde, ridicule. Voilà ce qu'il nous dit. « Les frontières ne devraient même pas exister dans le monde. Tout le monde devrait pouvoir aller où il souhaite. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut rester sans rien d'administratif. Mais la libre circulation dans le monde est l'objectif. » Alors là, bon, que dire? C'est la réflexion d'un enfant de 7 à 8 ans, à peu près, hein, plus ou moins. Les frontières sont une nécessité. Ça fait partie, en fait, du règne animal, j'allais dire, de l'histoire humaine, mais même du règne animal. Les humains appartiennent à ce règne-là. On a des frontières qui existent chez les loups, chez les fourmis, etc. On a des chiens, même domestiques, hein, qui font pipi au pied d'un arbre pour marquer leur territoire. Alors, je ne demande pas à Régé le Gorilla de pisser sur le réverbère en bas de chez lui, hein, mais juste, les frontières, les limites, ça fait partie de la nature humaine, de la part animale qu'on a en nous. Alors, évidemment, on appartient à la civilisation européenne, hein. On a donc évidemment perfectionné tout ce système-là, mais la frontière, c'est une nécessité absolue. Voilà. Alors, déjà, la frontière interne, c'est-à-dire que quand on a son foyer, on y met des frontières. Régé le Gorilla, je pense qu'il y a une porte qui ferme à clé chez lui. Voilà, bah ça, c'est une frontière. D'accord ? Mais dans son monde à lui, finalement, tout le monde pourrait venir chez lui. Alors, tant qu'il y reste pas forcément trop longtemps, puisqu'il dit, ça ne veut pas dire que tout le monde peut rester sans rien d'administratif, donc il comprend qu'il y a quand même un problème dans son raisonnement de merde. Mais voilà, ça veut dire que tout le monde pourrait se balader chez lui, quoi, tant qu'il repart au bout d'un moment. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne vais même pas argumenter plus loin, parce qu'on est vraiment dans un raisonnement enfantin. Allez, juste une chose quand même là-dessus. Un monde avec beaucoup moins de frontières, c'est totalement possible. Alors, uniquement au sein de la civilisation européenne, pour plein de raisons bioculturelles, mais c'est pas impossible, et c'est même plutôt souhaitable. Je veux dire, moi, dans un monde idéal, avoir une Europe où on peut se balader librement un peu partout, ça me dérange pas, au contraire. Je trouve ça sympa. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe avec l'espace Schengen. Mais le problème, c'est que la gauche, qui a une utopie sans frontiériste délirante, d'accord ? Mais un modèle qui pourrait s'en rapprocher, elle le rend impensable. Parce que la gauche, quand elle déverse sur le continent européen des millions et des millions d'extra-européens qui viennent d'un autre monde, d'un autre univers biocivilisationnel, ça rend totalement impossible l'idée d'une Europe sans frontières ou avec moins de frontières. Parce que bah oui, quand on ramène des gens comme ça, généralement, ça se passe moins bien. Voilà, ça se tiers-mondise plutôt que ça se civilise. Donc c'est incroyable. La gauche a un fantasme enfantin, et ce qui pourrait être réel dans ce fantasme, son idéologie l'empêche. C'est fascinant. Alors, à la 9e place de ce classement, on a une avocate. Et on revient à la manifestation de Romans-sur-Isère. Alors, on voit qu'on est à Romans-sur-Isère avec ce petit encart là sur France Info, parce que sinon, quand on regarde les manifestants de gauche, après le drapeau palestinien, on voit la banderole avec l'appel à l'intifada, quoi. Non mais, enfin, quel est le délire, quoi. Alors, pour ceux qui veulent plus d'infos, d'ailleurs, dans l'émission Nouvelle Vague de cette semaine, j'interroge Raphaël Emma, qui était présent à cette manifestation. On parle de ce qui s'est passé, de cette contre-manifestation de la gauche, etc. Je vous invite à regarder, c'est très intéressant et très positif, voilà, vraiment. Et donc, cette manifestation, on y revient donc, avec la 9e place de ce top 10 des gauchistes de la semaine, pour Maître Élise Ray-Jacot, que l'on voit ici interrogée. Pourquoi est-elle à cette place ? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas une manifestante comme les autres, c'est l'avocate de 2 des prévenus dans le meurtre de Thomas à Crépol. Oui, oui.
vous avez bien entendu, parmi les manifestants qui s'opposaient au rassemblement d'hommage à Thomas avec des amis de sa famille, avec des amis de Thomas, etc., il y avait, je rigole, mais je ne devrais pas rigoler parce que c'est abominable, il y avait l'avocate, possiblement, du criminel qui a tué Thomas. Et cette avocate, elle s'opposait à la tenue de cet hommage. Mais enfin, c'est l'explosion. Vous savez, le mème, là, avec la tête qui explose. Là. Je sais pas quoi vous dire. Voilà, ces gens-là sont des salauds. C'est un outrage, en fait. Normalement, là, elle aurait dû rester chez elle. Mais elle est là, présente, en toute tranquillité, avec la certitude de pas se faire embêter, parce que c'est une avocate de gauche, voilà, donc tout est permis. Mais enfin, c'est de la folie furieuse, tout simplement. Allez, et puis en 8e position de ce classement, on continue avec une autre femme de gauche. Il s'agit de Salomé Saké. Salomé Saké, qui est une militante bien connue et qui est une activiste du climat, qui veut que les vilains pollueurs réduisent leur empreinte carbone au maximum. Bon, mais autre grand classique de la gauche, hein, chez ces gens qui sont des apôtres de la sobriété énergétique, eh bien, il y en a beaucoup qui ont un passé, ou même une actualité d'ailleurs, hein, qui est en contradiction totale et directe avec cet apostolat. Et donc, Salomé Saké, ben voilà, elle ne fait pas exception, puisque Salomé Saké, avant d'être une activiste du climat, c'était une personne qui avait un compte Instagram dédié aux voyages à travers le monde. Oui, Salomé Travels, les voyages de Salomé. Donc là, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Alors, elle a effacé plein de contenus, évidemment, mais on retrouve des traces de manière indirecte. On la voit, par exemple, ici, une de ces photos qui est reprise par Lonely Planet en 2018. Voilà, en Iran. Salomé était en Iran. Génial. Là, pareil, elle était à Cuba. Magnifique, magnifique. Donc ça, c'est tellement banal, en fait. Mais c'est à chaque fois, je savoure, quoi. On a des gens qui nous font la leçon, mais qui ont un bilan carbone 100 fois supérieur à la moyenne, 100 fois supérieur au mien, hein, clairement, hein, et sans doute 100 fois supérieur à celui de beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est énorme. Vraiment, ça valait bien quand même cette 8e place dans ce classement. En 7e position, on retrouve une actrice américaine, Sharon Stone. Sharon Stone qui n'a pas supporté la victoire de Trump, bien entendu, et qui a d'abord traité les Américains d'incultes et de naïfs. Donc elle a insulté plus de la moitié du pays. Bon, pourquoi pas, bon, après tout. Hein, ça, c'est la gauche qui adore le peuple, en théorie, dans les grands discours, mais qui, au fond, le méprise. Autre grand classique de gauche. Et qui a comparé les États-Unis au fascisme italien. Trump est donc un ultra méga giga dictateur. Alors, quand même, ces gauchistes-là devraient avoir ça en tête, mais Trump a déjà été élu président des États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont devenus, sous son mandat, une dictature féroce, restriction des libertés, troisième guerre mondiale, etc. Évidemment que non. Donc déjà, les types pètent un plomb pour rien. Premièrement, en insultant la moitié du pays. Mais en plus de ça, et là c'est savoureux, ces gauchistes qui disent quitter le pays. Alors déjà, aucun ne le fait. Premièrement, parce que ce sont des grands discours, mais au fond, évidemment, c'est que de la gueule. Mais si jamais ils menacent de quitter un pays, c'est vers où? Ils ne menacent jamais de partir dans des pays d'Afrique subsaharienne, loin de l'horreur de la domination blanche. Voilà. Ils ne veulent pas partir au Maghreb, dans des pays du Proche-Orient, etc. Des pays qui sont pourtant pourvus des plus grands joyaux de la planète, les extra-européens, voilà, les extra-européens qui viennent nous enrichir hein, en France, dans tout le monde européen, vous savez, on vous dit, ce sont des gens qui viennent nous enrichir, voilà. Bon. Leur pays d'origine, bizarrement, ils n'ont pas l'air enrichis, ils n'ont pas l'air d'attirer ces gens-là, qui vont donc plutôt au Canada, dans des pays nordiques, etc. À chaque fois, des pays qui sont finalement plus blancs que les États-Unis. Bon, donc comme quoi.
étrange. Et puis surtout, là où c'est énorme, c'est que Sharon Stone, elle a annoncé qu'elle pourrait déménager en Italie. Bon, on rappellera quand même à Sharon Stone que celle qui dirige l'Italie actuellement s'appelle Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, c'est une alliée de Donald Trump et c'est quelqu'un qui est vu comme le diable de droite absolu par les gauchistes, ce qui visiblement ne les empêche pas de vouloir se rendre dans ce pays. Comme quoi, ça doit pas être si terrible, la droite au pouvoir. Donc tout ça, c'est du cinéma. Bon, vous me direz, Sharon Stone, cinéma, ça va bien ensemble, mais vraiment, le gauchisme, c'est du cinéma, voilà. C'est que de la posture, c'est que des grands discours et absolument rien de concret. En 6e position de ce top, on retrouve Marine Tondelier, que vous connaissez bien, secrétaire nationale du parti Europe Écologie Les Verts, habituée de ce classement. Et Marine Tondelier, elle est là parce que c'est une petite bourgeoise qui s'encanaille, voilà, ça c'est la gauche. Hein. Bon. Alors, elle était en visite chez GetUp à Saint-Denis. Alors GetUp, ça doit être un espèce de local, un incubateur associatif, etc. Bon bref, voilà. Donc, alors déjà quand même, sympa, Marine Tondelier en Seine-Saint-Denis. Bon, alors évidemment, dans un incubateur associatif à Saint-Denis même, à des horaires à mon avis convenables, donc on est loin du ghetto, hein. Mais donc elle est sur place et elle nous partage cette photo avec cette phrase au mur: faut que tu dises que tu peux être la princesse, donc l'écriture inclusive c'est abominable, de la ville si tu veux. Donc c'est une référence à des paroles du groupe 113. Bon. Et donc elle nous partage ça et voilà ce qu'elle dit: visite chez GetUp à Saint-Denis. Et donc là, ouvrez les guillemets, Marine Tondelier s'exprime. Ah, mais c'est génial cette référence au 113. Et elle se retourne vers 2 stagiaires qui sont choqués. Bah quoi, vous ne pensiez pas que j'aurais capté le truc? Ça c'est vraiment la petite bourgeoise qui est tellement fière d'avoir des connaissances de la culture racaille, tellement fière d'être un petit peu voilà encanaillée, voilà, d'écouter du rap. Ça c'est vraiment le grand frisson des petites gauchistes. Donc ridicule au dernier degré, vraiment ridicule. Et Marine Tondelier s'est pas arrêtée là. Elle se réjouit de la victoire de sa collègue sénatrice Monique Demarco. Elle nous dit: le tri des élèves est une mesure d'un autre temps. Bravo à Monique Demarco pour cette victoire contre des groupes de niveau au collège. Mais le combat n'est pas terminé, etc. etc. Alors, la lutte contre les groupes de niveau, ça c'est clairement de gauche. Et pourquoi? La gauche, c'est l'absolutisme égalitariste. C'est le refus de l'excellence. Déjà, c'est le refus de considérer qu'il puisse exister des différences biologiques entre les individus. Déjà, ça c'est impensable, obscurantisme pur. Mais en plus de ça, c'est voilà, il faut pas qu'il y ait de meilleurs, faut pas qu'il y ait de mauvais, faut que tout le monde soit moyen, quoi. C'est ça la gauche au fond. Et donc l'excellence, il refuse ça. Et c'est un des grands travers de l'éducation nationale aujourd'hui, du système éducatif de manière générale, c'est le refus de tirer les excellents vers le haut en les mettant ensemble. Moi, je pense que c'est une erreur phénoménale, surtout au moment où les élites françaises se désagrègent totalement, où le niveau quand même baisse considérablement, à la fois en moyenne, mais aussi parmi les meilleurs élèves. Franchement, c'est un drame civilisationnel énorme parce qu'un pays a besoin, absolument besoin, d'une élite qui n'a pas besoin d'être grande en quantité, hein, mais d'une élite qui tire un peu tout le monde vers le haut, qui innove, qui crée des choses incroyables, etc. Et pour créer une élite, eh bien, il faut éviter de mettre les meilleurs au milieu d'une classe de cassos, quoi, pour parler clairement. Bon, je caricature, mais vous avez compris l'idée. Or, c'est ce que propose la gauche dans l'éducation. Et les groupes de niveau, les classes de niveau, c'est une nécessité absolue pour casser ce mécanisme délétère, mortifère pour notre pays. Il faut que les meilleurs éléments soient portés encore plus loin vers l'excellence. Voilà ce qu'il faut faire. Et donc, il faut des classes de niveau. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant oublier ceux qui sont un peu moins bons, entre guillemets. Et ce qui est parfait, c'est que ça s'équilibre, en fait, ce système-là. Parce que dans des classes d'excellence, vous avez besoin de moins de personnel, moins de professeurs, parce que vous pouvez avoir une classe de 30 élèves excellents sans qu'il y ait trop de chahut, de bavardage, évidemment. Et donc, du coup, vous pouvez avoir des classes, entre guillemets, un peu moins bonnes, mais bon, là, je suis vraiment à gros traits, hein. J'espère que vous me pardonnerez. Mais les classes un peu moins bonnes, on peut mettre moins d'élèves par classe, grâce à ce système. Donc vous voyez que tout le monde est gagnant. Et surtout ce qui est important, c'est que la France retrouve une élite à terme, ce que ne veut pas la gauche, surtout pas, parce que les élites c'est le mal, et qu'il faut que finalement tout le monde soit uni dans la médiocrité. Mais vous voyez que quand Marine Tondelier se réjouit de ça, franchement c'est assez immonde, parce qu'en plus ça se fait au nom de l'égalité, etc. Mais ça ne provoque que le chaos. Et Marine Tondelier pour finir, eh bien voilà pourquoi elle a sa place dans ce top 10 des gauchistes de la semaine. Regardez ce qu'elle dit sur le budget. Arrêtons de faire peur aux gens pour rien. Elle les a collectionnés, hein. Vous allez voir qu'il y a du très très lourd qui arrive, où il y a aussi des collections comme ça de déclarations, c'est incroyable.
Donc arrêtons de faire peur aux gens pour rien sur le budget. Mais la France est juste en train de foncer vers la faillite. Les dépenses publiques sont hors de contrôle. Donc on ne fait pas peur aux gens pour rien. Il y a une vraie problématique existentielle pour le pays. Mais la gauche, évidemment, elle a beaucoup de mal là-dessus. Et Marine Tondelier, elle est gênée. Parce que Marine Tondelier, elle adore la dépense publique. Et elle en veut encore plus. C'est ça son programme. Donc évidemment que pour elle, la faillite, c'est pas un problème. Ou en tout cas, il faut faire semblant de ne pas l'avoir. Tout le petit écosystème de gauche, tous ses amis associatifs et compagnie, ils ont besoin des subventions publiques. Donc évidemment, eux, quand ils entendent parler de tronçonneuse, de réduction des dépenses publiques, ça leur fait peur. C'est leur niveau de vie, c'est leur revenu qui peut s'envoler. Donc c'est pour ça qu'on la voit dire arrêtons de faire peur, c'est pas si grave. Voilà. Non, c'est juste la catastrophe économique. Voilà. Donc assez amusant de voir tout ça. Donc pour l'ensemble de son œuvre, Marine Tondelier, 6e, c'est mérité. Allez, on attaque le sommet du classement avec à la 5e position Tristan Mendes, France, qui réagissait à la grâce présidentielle outre-Atlantique. Joe Biden qui a décidé de revenir sur ses affirmations passées et de gracier son fils Hunter Biden dans des affaires de fraude fiscale et détention illégale d'armes à feu. Enfin, il a fait plus que ça, parce qu'en fait, il l'a gracié sur toute une période de temps de l'ensemble des délits et crimes qui pourraient lui être imputés. Donc c'est quand même assez énorme. Et donc Hunter Biden qui est gracié par son père. Alors les gauchistes sont en PLS face à ça, mais attention, ils retombent toujours sur leurs pattes. Regardez par exemple Théo Lobry, qui est un chroniqueur chez Slate de l'actualité américaine, qui dit « Tout le monde aurait fait pareil ». Ah ouais, ok. Et Tristan Mendes France, lui, c'est encore mieux. Vraiment, les gauchistes sont énormes. Trump aura tout cassé, même Biden. C'est la faute de Trump. Joe Biden a gracié son fils, mais c'est la faute du vilain Trump. C'est génial d'être de gauche. C'est toujours la faute du vilain méchant de droite. Voilà. Mais magnifique. Donc voilà, mauvaise foi absolue. Mais d'un côté, attendez, les amis, c'est quand même pas mal à analyser tout ça. On a des gens qui sont toujours à accuser leur adversaire politique, même quand ils sont en tort, même quand leur camp est en tort et indéfendable. Et c'est assez admirable, je dois avouer, franchement. Ils ne reconnaissent jamais leurs défauts. Franchement, c'est comme ça qu'on gagne, peut-être. Hein. C'est une technique de salaud absolu. Et je pense que, à titre personnel, j'aurais beaucoup de mal à faire ça. Je pense que c'est même un peu impensable. Mais stratégiquement, c'est pas idiot. Voilà. Donc là, c'est justement là où on voit un peu là. Est-ce qu'on est dans la saloperie pure ? Ou est-ce qu'on est dans la bêtise, dans l'incapacité même de voir qu'on est en tort et que Joe Biden est indéfendable ? Je sais pas. C'est assez spécial quand même. Mais bon, c'est toujours la faute de Trump pour Tristan Mendes France. Donc voilà, une place bien méritée pour celui qui se veut fact-checker en plus. En 4e position, on retrouve Cassandre Bégous. Cassandre Bégous qui est un militant France Insoumise. Bon, alors je sais pas si on dit il ou elle, je n'en sais rien, mais qui est responsable du pôle LGBTI du parti de Jean-Luc Mélenchon et qui a commenté un reportage de France 2 sur un proviseur menacé de mort et harcelé après avoir demandé à une élève d'enlever son voile. Et écoutez son commentaire sur ce que vit le professeur. C'est assez incroyable. Il va se faire lyncher / menacer à vue. Ah oui, bien sûr. Oui, non, mais oui, bien sûr. Il est, comment dire... Mais même pas lyncher ou... Enfin, après lyncher, genre lyncher, genre calmez-vous. Hein. Vous savez pas ce que c'est qu'un lynchage, ça se voit, quoi. Mais oui, évidemment, mais même il va se faire disrespect. Les élèves vont être plus insultants, etc. Enfin, il a plus d'autorité, ça c'est clair. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu... Enfin, bon... Est-ce que c'est pas un peu mérité, quoi ? Et voilà, le masque tombe. Donc là, c'est absolument incroyable. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que déjà, on voit un militant LGBT qui se met du côté de l'islam, du voile, etc. Donc, grand classique à gauche, bien sûr. Bon, alors là, on n'est plus du côté des bouffeurs de curés. C'est fini. Maintenant, c'est soumission totale devant l'imam. Mais donc, soumission au voile. Alors déjà, le voile, on rappelle, dans l'islam, c'est quand même un symbole de pudeur et de soumission. Donc,
déjà, c'est quand même très moyen théoriquement quand on est un militant de la liberté LGBT et compagnie, surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui sont obligées de le porter. En plus, soumission à l'islam de manière plus large que le voile, bon, quand on est militant LGBT, ça n'a aucun sens. Voilà. Quand on voit comment les homosexuels sont traités dans les pays musulmans, bon, enfin, c'est du délire total, vraiment total. Hein. Mais en plus de ça, là, en fait, on a l'hypocrisie qui est dévoilée. Ces gens-là, face à un proviseur qui se fait harceler, qui se fait menacer de mort, au fond du fond, ils s'en foutent complètement. Parce que c'est un vilain islamophobe, bien sûr. Donc il blasphème contre le dieu extra-européen. Et du coup, il sera puni, il sera châtié. Et finalement, il l'aura bien cherché. Voilà ce que dit cette personne. Et c'est extrêmement grave. En plus, c'est quand même un responsable politique. Voilà, puisqu'on est quand même sur des responsabilités au sein de la France Insoumise, qui n'est pas un petit parti, malheureusement en France. Donc c'est complètement fou. Vous voyez la perversité de ces gens-là. Et avec la 3e place de ce classement, eh bien on reste sur ce thème. Pierre Jaquel, qui sur Twitter a publié un post complètement dingue, voilà, qui d'ailleurs a fait un buzz énorme, puisque regardez, il y a plus de 3 millions de vues, ce qui est quand même gigantesque, pour 258 j'aime, ce qui montre quand même que même à gauche, ils se sont dit non, là notre pote, il va beaucoup trop loin. Voilà. J'exclus d'ailleurs pas que Pierre Jaquel soit un malade mental premier degré, mais en même temps, la frontière est extrêmement mince entre gauchiste et malade mental, donc c'est pas une excuse forcément. Mais alors regardez ça, en fait c'est un tweet, un ensemble de tweets qui finalement, au fond du fond, alors il le dit heureusement pas de manière directe, enfin quoique, j'en sais rien, je m'interroge, mais au fond du fond, c'est quasiment Samuel Paty, finalement, il l'a mérité. On est en fait dans la suite logique de la 4e place, avec le type encore plus taré qui va aller non pas seulement à dire c'était justifié le harcèlement, les menaces de mort, mais la mort tout court. Donc là, c'est incroyable. Donc voilà ce qu'il dit. Sans islamophobie, ce drame de Samuel Paty ne serait jamais arrivé. Samuel Paty était probablement un islamophobe laïque. Le père de famille musulman fait le coupable idéal et ce procès va encore alimenter l'islamophobie. Donc le problème de ce procès, c'est pas le drame terrible qui a coûté la vie à Samuel Paty. Non. Le drame là-dedans, c'est que ça va alimenter l'islamophobie. Je sais pas comment on peut être aveugle et idiot à ce point-là. Franchement, c'est un exploit. Hein. Vraiment, c'est un bel exploit. Hein. Alors, bon, je passe sur le fil en lui-même qui est horrible, voilà, qui critique le fait de montrer des caricatures. Montrer des caricatures de Charlie, pour lui, c'est être un islamophobe. Et les musulmans ont raison de s'opposer à la liberté d'expression, à la liberté de caricaturer. Voilà. Et au fond, Samuel Paty, c'est un islamophobe, donc si c'est un islamophobe, quelque part, il a cherché une réaction. Voilà. Donc il ne le dit pas explicitement, mais franchement, il a 2 doigts. Hein. Il a 2 doigts de nous dire, c'est bien fait pour lui, quoi. Donc très très chaud. Et en plus, là-dedans, il dit, le père de famille musulman fait le coupable idéal. Mais non, mais de quoi il parle, en fait ? Il n'a pas suivi le procès. Pour ceux qui ont suivi le procès, c'est extrêmement clair. Ce Brahim Chnina est évidemment coupable à un niveau ou à un autre de ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce qu'il savait que sa fille mentait, parce qu'il a reçu des messages extrêmement nombreux qui étaient particulièrement violents et qui appelaient à la violence à l'égard de Samuel Paty et qui les a reçus de manière plutôt courtoise. Voilà, regardez ce message. Il faut signaler ce porc. Il faut lui briser le dos. Voilà, par exemple, un des nombreux messages du genre hein, qu'il a reçu qui visait Samuel Paty. Il faut lui briser le dos, ce qui est un vocabulaire parfaitement islamique. Et la réponse de ce brave père de famille musulman stigmatisé, selon notre gauchiste en 3e place, selon Pierre Jaquel, sa réponse à ce message, c'était « Merci pour votre soutien ». Voilà. Et puis, ils apprennent la haine. Donc, les profs apprennent la haine de l'islam à nos enfants à l'œil grand. Non. Voilà, non. Pour tous ceux qui ont suivi le procès, en plus, il a une attitude qui est odieuse, qui est complètement folle. Et évidemment qu'il a une très grande part de responsabilité dans ce drame. Il a échangé à plusieurs reprises par téléphone avec celui qui tuera plus tard Samuel Paty. Enfin, bon.
c'est pas ce qu'ils se sont dit, hein, mais c'est quand même étrange, quoi. Donc tout ça, ça permet à Pierre Jaquel, avec ce tweet particulièrement horrible, de prendre la 3e place de ce top 10 des gauchistes de la semaine. En seconde position, les amis, on retrouve le gauchiste pur et parfait, Mathieu Slama. Vous le connaissez par cœur, c'est vraiment un roi de ce classement, toujours au sommet. Même si la première place, quand même, on va le voir, il y a quand même un gros challenger. Mais Mathieu Slama, c'est classique. C'est classique. Regardez, là, on va regarder un extrait. Johan Power, qui ne connaît pas l'animal, visiblement, hein, qui nous dit séquence lunaire. Mais non, c'est pas lunaire. C'est juste Mathieu Slama. Et encore, cette séquence, en fait, elle est presque de droite, hein, pour Mathieu Slama. On écoute ça tout de suite. Dis une chose très simple. Aimer la France ou pas, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Moi, j'aime pas particulièrement la France. J'ai pas un rapport particulier avec l'histoire de la France. Mais on s'en doutait, Mathieu, que t'aimais pas particulièrement la France. Que pour toi, la fierté d'être français, c'est un truc qui t'est étranger. On le savait. Donc très classique. C'est une petite douceur comme ça, hein. Mathieu Slama, il nous a fait toute une petite série de déclarations. Donc on commence par ça, mais c'est basique en fait pour Mathieu Slama. On est presque déçus. Voilà. Regardez ça. Mathieu Slama sur Twitter qui commente une donnée de Libération, 1,5 million de pauvres en plus en 20 ans. Voilà. Ce qui serait intéressant, ça serait de rappeler la proportion, voilà, qui est en fait restée la même. Le nombre a augmenté en valeur absolue, mais la proportion reste sensiblement la même. Bon, bref, ça c'est un détail qui est pas si important que ça. Ce qui est intéressant, c'est le commentaire de notre gauchiste préféré. Comment il explique ces millions de pauvres? Eh bien, Mathieu Slama, pour lui, c'est tout simple. 20 ans de politique néolibérale. Oui, vous avez bien entendu. La France, qui est un enfer de la dépense publique. Voilà, avec de l'argent jeté par les fenêtres ou aux assauts des potes de Slama et compagnie. La France, qui est un enfer fiscal, avec des taxes complètement dingues. Eh bien, c'est un pays néolibéral, voilà. Mais de quoi il nous parle, en fait? Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Les gauchistes, en fait, ne peuvent pas concevoir que le socialisme est un enfer, est un poison. Et donc, du coup, même si on est dans un pays ultra-socialiste, qui par bien des aspects est communiste, mais c'est vrai, il y a le... Alors, je sais pas si un bon socialisme a déjà existé. C'est une question philosophique, mais... Je veux dire, c'est même pas un socialisme avec une redistribution des richesses envers les nécessiteux et compagnie. C'est... un socialisme avec, redistribution des richesses complètement folle, mais en plus de ça, on arrose les petits copains de Mathieu Slama, de Marine Tondelier, de tous nos gauchistes préférés, quoi. Donc c'est vrai qu'on a un petit côté socialisme de connivence qui rajoute, c'est la petite cerise sur le gâteau, quoi. Mais bon, rien à voir avec le libéralisme, et ça saurait si la France était gouvernée par des libéraux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors Mathieu Slama, il a continué. Il y a eu une artiste qui a sorti un hit, nous dit Click, hein, congolaise sous BBL. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, j'ai peur de le savoir. Vous savez quoi, on va le découvrir ensemble. BBL, alors on va voir ce que ça veut dire, BBL. Ah ben voilà, Brazilian Butt Lifting, augmentation des fesses par lipofilling. Voilà. Putain, le niveau congolaise, pour le coup, là, pas besoin de traduire, même si c'est mal orthographié. Bon, alors c'est horrible. Je vous fais grâce de la performance artistique. Je pense que vous me remercierez. Et donc, évidemment, tout le monde a dit que c'est ce que c'était, c'est-à-dire, globalement, de la grosse merde, hein, vraiment. Mais Mathieu Slama, il adore. Bien sûr qu'il adore. Évidemment. Voilà ce qu'il nous dit. Théodora est une artiste géniale, drôle, inventive. Et malgré tout, avalanche de commentaires haineux et racistes sous ce tweet, soutien à elle, notre pays va si mal. Donc un grand classique. Dès qu'on peut encenser des extra-européens, et si en plus il y a des attaques de gens normaux, c'est-à-dire de droite, alors là, Mathieu Slama, il est au rendez-vous. Franchement, c'est énorme. Et pour finir avec Mathieu Slama, ce tweet, alors il évoque Bruno Retailleau qui annonçait vouloir rétablir le délit de séjour irrégulier qui avait été supprimé par François Hollande. Et Mathieu Slama, qui est complètement hors sujet comme un gauchiste sait l'être avec maestria, nous dit « Être étranger ne devrait jamais être un délit ». En fait, c'est pas le fait d'être étranger
qui est un délit ou qui va peut-être le devenir. Parce qu'il y a encore des barrières gauchistes qui existent avant d'arriver au rétablissement logique et de bon sens de cette mesure. Donc c'est pas le fait d'être étranger qui est un délit, c'est le fait d'être étranger et de se maintenir illégalement sur le territoire des étrangers qui viennent travailler en France et qui ont un visa, évidemment qu'ils ne commettent pas un délit. Des touristes étrangers, ils ne commettent pas un délit. Donc Mathieu Slama raconte n'importe quoi. Personne ne dit qu'être étranger va devenir un délit. Mais donc voilà, Mathieu Slama qui ne comprend rien, c'est magnifique pour clore cette séquence Mathieu Slama. Vraiment une deuxième place amplement méritée pour le roi des gauchistes, Mathieu Slama. Et en première place, les amis, Mathieu Slama détrôné par celui qui, franchement, est en train de le griller là dans la dernière ligne droite pour le top du gauchiste de l'année. Thomas Guénolé, qui était un petit peu sous les radars pendant quelques mois, depuis plusieurs semaines, il est de retour et franchement, il explose tout. Là, il était en train de nous parler des contrôles aux faciès, grand classique de la gauche. Et écoutez, je vous propose qu'on laisse la parole à Thomas Guénolé. Si vous êtes jeune et noir ou arabe et garçon et que vous êtes habillé en gros en jogging, je simplifie, vous avez 20 fois plus de chances de subir un contrôle d'identité que la moyenne. Donc ça, c'est un très grand classique de la gauche. C'est l'évocation des contrôles aux faciès. Donc Thomas Guénolé, j'allais l'appeler Mathieu Slama, mais non, ce ne sont pas les mêmes. Ils ont tous les deux leur style. Thomas Guénolé, regardez, justement, il était en train de présenter son ouvrage à ce moment-là. Je pense qu'il a sorti une phrase choc, justement pour le vanter un petit peu. Alors, son ouvrage, les amis, on arrive à Noël, s'il vous plaît. N'offrez pas un bouquin de Thomas Guénolé. Voilà. Ou alors, pour une blague éventuellement, mais non, n'allez surtout pas donner de l'argent à ces gens-là. Vous avez bien mieux à faire si vous voulez offrir un cadeau, un livre à vos proches. Vous allez sur la Nouvelle Librairie, vous parcourez le catalogue fourni et de qualité de cette librairie en ligne, qui est un partenaire Sunrise. Vous avez le petit code promo en plus. Donc allez-y, il y a du Bernard Lugan, du Dominique Vénère, etc., etc. Allez sur la Nouvelle Librairie pour faire vos cadeaux de Noël avec le code promo Sunrise. Voilà, n'offrez pas Thomas Guénolé pareil. Thomas Guénolé, son bouquin, il ne sera pas chez un autre partenaire Sunrise. Voilà, vous me voyez venir. Mais en même temps, je suis obligé d'en parler. Thomas Guénolé, c'est un auteur dont le bouquin va arriver au pied des sapins, quoi, de certains dégénérés gauchistes. Donc il y a un moment, il faut dire stop. Il ne sera pas sous le sapin virtuel des abonnés Idéochoc. Idéochoc qui est un autre partenaire Sunrise, qui est une plateforme de podcast en ligne qui résume, qui condense l'essentiel d'ouvrages de grande qualité, politique, philosophique, historique, etc. Parfait pour se faire une culture générale de premier ordre, avec des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui sont résumés, des résumés qui sont disponibles au format audio, 25 minutes pour saisir la substantifique moelle de ces ouvrages essentiels, et également disponible au format texte. C'est vraiment un super concept que j'utilise régulièrement, c'est vraiment de la super qualité. Vous avez des dizaines et des dizaines d'ouvrages, vous avez des sorties chaque semaine. C'est vraiment un super concept. Et donc voilà, plutôt que de lire le bouquin de Thomas Guénolé, vous savez ce que vous avez à faire. Bref, donc Thomas Guénolé, il nous parle de ces jeunes de cité. On va le réécouter, tiens, pour être vraiment carré sur tout ça. Que ces titres-là. On l'écoute. J'ajoute que Jonas Ritter est dessinateur, moi je suis juste au scénario. Si vous êtes jeune et noir ou arabe et garçon et que vous êtes habillé en gros en jogging, je simplifie, vous avez 20 fois plus de chances de subir un contrôle d'identité que la moyenne. Alors après, il nous parle des policiers qui contrôlent aux faciès. Alors il évoque des policiers qui rechercheraient des clandestins et qui donc dès lors, ce serait dans ce cadre-là qu'il faudrait comprendre son propos. Mais en fait, quand il le met en exergue lui-même sur Twitter, il ne parle pas du tout de ça. En fait, il est dans la logique traditionnelle de la gauche, qui est de dénoncer donc ces contrôles aux faciès. Les gauchistes ne comprennent pas quelque chose d'évident et qu'un enfant mais même pas, j'allais dire 10 ans, mais non, même pas, un enfant, tout simplement, comprend aisément. C'est-à-dire que quand vous recherchez des gens qui sont délinquants, eh bien, vous n'allez pas contrôler une petite mamie de 70 ans, bien habillée, etc. C'est évident, voilà. Si ces gens-là étaient policiers, peut-être qu'au début, ils seraient un peu gauchistes dans l'âme, et ils feraient peut-être ça, mais au bout d'un moment, ils comprendraient. Voilà, en fait, à moins d'être débiles. Ce qui est totalement probable. Peut-être qu'ils arriveraient quand même pas à comprendre ça, même sur le terrain. Mais
Mais voilà, c'est une évidence absolue, je sais même pas ce que je peux vous dire de plus. Donc voilà, Thomas Guénolé, déjà, ça commençait très fort. Mais il ne s'est pas arrêté là, évidemment. Il était sur Sud Radio, et voilà ce qu'il nous dit. La théorie du genre n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les études de genre, les gender studies. Alors, la théorie du genre, évidemment, existe. En fait, c'est une théorie gauchiste qui, comme beaucoup de choses dans le gauchisme, est basée sur l'obscurantisme égalitariste qui nie l'existence de différences biologiques entre les populations, les individus et aussi les sexes. Voilà. Pour les gauchistes, la nature, la biologie, la génétique, hop, on oublie complètement ce qui définit un sexe masculin, féminin ou entre les deux, ou panda, ou que sais-je, c'est la volonté propre de la personne. Ce n'est plus une question de biologie. C'est ça la théorie du genre. Et évidemment que ça existe. Et c'est jumelé avec tout ce qui est propagande transgenre, LGBT et compagnie. Et très souvent, dans les écoles, auprès des enfants. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est très bien de casser les stéréotypes de genre dès l'école primaire. Moi, je me méfie toujours. Quand un gauchiste parle d'évoquer les questions LGBT, les questions de genre à des enfants primaires. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, dans la région de Nantes, il y avait un gauchiste LGBT, militant France Insoumise, etc., qui a été arrêté et poursuivi pour des actes abominables, torture, barbarie, etc., actes sexuels aussi, horribles, vraiment ignobles, contre une toute petite fille, une enfant handicapée qui était placée chez lui. Donc vous voyez l'horreur de tout ça. Et le pire là-dedans, c'est que ce type-là, il militait pour que dans les écoles du coin, il y ait des initiations à tout ce qui est discours LGBT, discours de genre, etc. Donc, vous voyez que quand il y a un gauchiste qui me parle d'aller parler de ces sujets-là aux enfants, moi, j'ai un sain mouvement de recul et même de répulsion, en fait. Non, laissez les gamins tranquilles. Arrêtez de vouloir leur parler de ça. Sans compter qu'au-delà de ce que je viens d'évoquer, il nous dit, Thomas Guénolé, c'est très bien de casser ces stéréotypes de genre dès l'école primaire, car ils ont un impact sur les études et les métiers que choisissent garçons et filles plus tard. En fait, il y a ce qu'on appelle le paradoxe norvégien, qui montre que dans des pays, par exemple nordiques, où il y a une plus grande égalité théorique entre les hommes et les femmes, en réalité, et c'est un paradoxe que les gauchistes locaux ont du mal à expliquer, à comprendre, en fait, ça s'appelle la nature, donc c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre, en réalité, quand les filles ou les hommes ont le choix, ils vont tendanciellement plus vers des métiers qui correspondent aux stéréotypes de genre, voilà, que dans des sociétés autres. Et donc, ce que dit Thomas Guénolé, là, ça se discute très largement. Et quant au fait qu'ils disent que la théorie du genre n'existe pas, c'est faux, je vous ai montré que cette théorie, elle existait, et de la même manière, elle était obscurantiste. Voilà, donc Thomas Guénolé est vraiment costaud. Et puis il a continué, « Sur Touche pas à mon poste, voilà ce qu'il nous a dit. Il faut arrêter de diaboliser les OQTF. 97% d'entre eux ne sont ni criminels, ni délinquants. » Alors, de quoi il parle en fait? Quelqu'un qui a une obligation de quitter le territoire français et qui ne la respecte pas, évidemment que c'est un délinquant. Enfin, il n'y a même pas de débat. Et évidemment, c'est pas pour autant que toutes les OQTF sont des criminels en puissance, etc. Enfin, il n'y a pas que des meurtriers et des violeurs chez eux. Évidemment, bien entendu, mais personne n'a jamais dit le contraire. Par contre, ce qu'on note, nous, dans le camp du bon sens de la raison, c'est-à-dire le camp de la droite, c'est qu'il y a une surreprésentation assez folle et terrifiante des violeurs, des criminels, des voleurs, des délinquants de manière générale, au sein de ces gens qui sont touchés par une obligation de quitter le territoire français. C'est ça qu'on pointe du doigt. Et ça, évidemment, lui, il est incapable de saisir la nuance, parce que, la nuance pour un gauchiste, vous savez que c'est quand même compliqué. Donc voilà, encore un discours assez costaud. Hein. Il est vraiment très très en forme pour cette fin d'année, Thomas Guénolé. Il est bien décidé à ravir à Mathieu Slama le prix du gauchiste de l'année. Hein. Ça, c'est écrit. Hein. Et franchement, je dois avouer que ça va peut-être se passer. Hein. On va voir. Je vais essayer d'organiser ça là, pour la fin d'année. Et puis pour finir, Thomas Guénolé, parce qu'il nous en réoffre encore du plaisir gauchiste. Le voilà toujours sur Touche pas mon poste. Il faut simplifier la langue française. On a plein de lettres muettes qui ne servent à rien. On pourrait s'en passer. Il est inutile que Colline prenne 2 L, par exemple. Alors ça, c'est grand classique de la gauche. Thomas Guénolé, il nous dit « La langue française est trop complexe, donc il faut simplifier, il faut déstructurer, il faut détruire. » C'est typiquement ce qu'est la gauche au fond du fond. Parce que les gauchistes n'arrivent pas à accéder à l'excellence et au meilleur, eh bien, ils décident de ramener
le meilleur et l'excellence à leur niveau, à la médiocrité. Plutôt que de faire des efforts et de se dire « Ok, je suis pas le meilleur, mais je vais essayer d'aller vers lui parce qu'il m'inspire. Même si j'arriverai pas à son niveau, ça va m'élever, quoi. » Eux, plutôt que de s'élever, ils préfèrent rabaisser les autres, et là, en l'occurrence, la langue française. Alors, au passage, la complexité de la langue française, c'est ce qui fait déjà sa beauté, sa richesse, et c'est ce qui fait aussi des Français un peuple particulier. Le rapport d'un peuple au monde, il est façonné par plein de choses. Bon, déjà, la nature, la biologie, la génétique, ce que la gauche refuse de voir, mais aussi par la culture, l'acquis, et par la langue. La langue, c'est un moyen de dialoguer avec le monde, de se créer un univers mental. Et cette complexité de la langue française, c'est une bonne chose, voilà. Ça nous tire vers le haut. Bordel, à tous les niveaux possibles, ça nous tire vers le haut. Mais ça, les gauchistes ne peuvent pas supporter. Voilà. Surtout que là, ils ne parlent pas d'une petite simplification mineure. Là, non, on va supprimer énormément de choses, parce que si on enlève le deuxième L de Colline, je peux vous dire que ça va aller loin. Donc non, c'est vraiment du grand art, ce que nous a fait Thomas Guénolé cette semaine. Je peux vous dire que sa première place, elle n'est pas usurpée. C'est vraiment performance exceptionnelle. Voilà, les amis, pour ce top 10 des gauchistes de la semaine. Si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez soutenir mon travail, eh bien, vous pouvez le faire via ma page Tipeee. Vous avez le lien en description. À partir de 5 € par mois, vous soutenez donc mon travail. Mais en plus de ça, en contrepartie, vous accédez à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif. Plus de 90 vidéos privées. Vous accédez également à un groupe Telegram privé de grande qualité. Donc voilà, merci d'avance à ceux qui voudront bien me soutenir. Vous avez aussi la possibilité de faire un don ponctuel en description toujours. Merci d'avance et à très vite.